Europe 1, 6h, 9h. Lionel Gougelot. Et soyez les bienvenus à 7h14. Votre invité ce matin, Lionel, Nicolas Pouvremonti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1, cofondateur donc de cet Observatoire de l'immigration et de la démographie que vous avez fondé en 2020, hein, c'est bien ça ? Absolument. Vous rassemblez des hauts fonctionnaires, des membres de la société civile qui étudient les évolutions migratoires et démographiques en France. Au-delà, on va le dire tout de suite, au-delà des postures politiques, vous observez la question migratoire en France de façon factuelle, chiffrée. Et le premier constat que vous faites, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'entrées sur le territoire français que sous les mandats d'Emmanuel Macron. 1 600 000 entrées légales, hein, précisons-le, c'est bien ça ? C'est ça, pour être précis, 1 600 000 premiers titres de séjour qui ont été octroyés en France entre 2017 et 2022. En moyenne annuelle, c'est 23% de plus que sous François Hollande et 41% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Sur ce volume record, l'année dernière, 2022, c'est l'année record des années records, puisqu'on a eu 316 000 premiers titres de séjour accordés. C'est absolument inédit. Et à côté de ça, il y a tous les autres volumes de l'immigration légale. Je pense notamment aux demandes d'asile. 680 000 premières demandes d'asile, distinctes donc des premiers titres de séjour, qui ont été accordées entre 2017 et 2022. Là aussi, on est sur des chiffres records. Alors ça, évidemment, tout cela ne prend pas en compte l'immigration illégale, qui par définition est difficilement quantifiable. Elle est difficilement quantifiable, mais elle peut être approchée par certains indicateurs. Si on prend par exemple le nombre des bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État, qui, comme vous le savez, est réservée aux immigrés en situation irrégulière, ce nombre de bénéficiaires a augmenté de 32% depuis 2017, ce qui indique, je dirais, une croissance plus globale de la part de l'immigration clandestine. Alors la question que doivent se poser forcément les auditeurs d'Europe 1 en vous écoutant, à quoi cela tient ? Je dirais qu'il y a deux grands types de raisons. Il y a d'abord des raisons pour être d'une justesse aussi nécessaire qu'elle l'est, qui ne tiennent pas à la présidence Macron. C'est-à-dire qu'on a une dynamique globale d'augmentation des flux migratoires vers la France depuis la fin des années 90. J'évoquais le chiffre de 316 000 premiers titres de séjour. À titre de comparaison, c'est 153% de plus que le nombre de premiers titres de séjour qu'on octroyait en 99. Ouais. Donc vous voyez, c'est une hausse qui continue depuis bientôt 25 ans. Et il y a une deuxième catégorie de facteurs qui, ceux-ci, sont plus de la responsabilité du politique, en effet. L'immigration, vous savez, c'est beaucoup une affaire de signaux et de contre-signaux. Il y a d'une part les signaux d'attractivité, qui sont envoyés notamment par les immigrés vers leur pays d'origine, via les réseaux sociaux, via les moyens de communication. Et il y a d'autre part ce qui pourrait être les contre-signaux du gouvernement, c'est-à-dire une volonté de désinciter certains types d'immigration. Et ces contre-signaux, à ce jour, laissent à désirer. Alors on va en reparler, justement, dans le cadre de la loi immigration qui a été votée au Parlement. Mais vous dites que, si je vous ai bien lu, ce sont les immigrés eux-mêmes qui ont pris le contrôle de la politique migratoire en France, entretenue par l'état de droit. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, si on regarde aujourd'hui les grands volumes de l'immigration en France, on se rend compte que sur 20 ans, la part principale tient à l'immigration familiale. Et cette immigration familiale, elle est aujourd'hui hors du contrôle du politique. Elle est corsetée par un ensemble de règles qui tiennent notamment au traité. Je pense à la CEDH, l'article 8 sur le droit à la vie privée et familiale, qui tiennent aussi à la jurisprudence, aux décisions des juges en France, notamment des juges constitutionnels et des juges administratifs, qui font qu'en la matière, un texte de loi comme celui qui a été adopté la semaine dernière par le Parlement après la commission mixte paritaire ne peut pas changer à lui seul fondamentalement la donne, puisqu'il faut se concentrer aussi sur des éléments de droit qui sont supérieurs à la loi et qui tiennent notamment à ces traités. Donc ça veut dire que la loi qui a été adoptée la semaine dernière ne va rien changer, je veux dire, en termes de flux migratoires, d'entrée sur le territoire. Cette loi, elle apparaît pour une série de mesures techniques, pour certaines d'entre elles de bon sens, mais en effet, elle ne changera pas les grandes masses de l'immigration en France, elle ne les aborde pas. Il n'y a quasiment rien sur l'immigration familiale, à l'exception d'une série de mesures techniques de restriction sur le regroupement familial. Et qui vont avoir un effet ? Qui vont avoir un effet très limité en termes de volume. Je pense que ça ne suffira pas à endiguer la tendance à la hausse qui est celle que j'évoquais. Il n'y a rien sur l'asile qui lui aussi est contraint par un certain nombre de contraintes internationales. Il y a eu, il y a de ça 3 semaines au Parlement, un débat sur l'accord franco-algérien. Comme vous le savez, les Algériens qui sont la première nationalité bénéficiaire des titres de séjour ne seront pas concernés par une large part des dispositions de ce projet de loi. Tout cela, mis bout à bout, laisse sceptique quant à l'impact de ce texte sur les grands volumes de l'immigration. Les quotas d'immigration que le Parlement va pouvoir déterminer sur des périodes de 3 ans, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet, encore une fois, sur les flux migratoires ? D'abord, cette question des quotas, il faudra voir si elle passe le cap du Conseil constitutionnel. On sait qu'elle est souvent citée parmi les mesures que le Conseil pourrait être amené à retoquer. Mais plus fondamentalement, se pose la question de l'effectivité d'une politique de quotas
dans le cadre d'une zone de libre circulation, puisque comme vous le savez, aujourd'hui les accords de Schengen, ils valent à la fois pour les ressortissants des pays membres de l'espace, mais ils valent aussi pour les étrangers extracommunautaires qui obtiennent un titre de séjour dans un pays voisin. Faire appliquer des quotas quand en réalité notre politique migratoire est liée à celle de nos voisins, qu'un titre de séjour en Allemagne vaut aussi capacité à circuler librement en France, laisse quand même assez sceptique. Alors justement, vous avez peut-être lu le dossier du Figaro ce matin qui observe que partout en Europe, on assiste à un durcissement des politiques migratoires. En fait, si je vous comprends bien, c'est au niveau européen que l'on maîtrisera mieux la question. À ce jour, le niveau européen, il revêt plus l'aspect d'une contrainte pour les États qui veulent contrôler leur politique migratoire que d'un vrai appui. Les normes européennes en la matière, notamment celles issues des jugements de la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi de la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont deux tribunaux distincts, limitent fortement le poids des États. En revanche, là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'il y a aujourd'hui dans une majorité de pays de l'Union européenne des gouvernements, quelle que soit leur étiquette partisane d'ailleurs, qui ont à cœur de reprendre la main politiquement sur ces sujets. Et cela pourrait se traduire, par exemple, par une modulation des traités. Pour moduler les traités, il faut l'unanimité des États membres ou presque, et on se rend compte que le paysage politique de l'Union change. Et c'est très frappant de voir que ces préoccupations sont complètement décorrélées du clivage gauche-droite tel qu'on le conçoit actuellement. On parle beaucoup, et à juste titre, du modèle danois en la matière. Le Danemark qui a appliqué une politique de restriction sur de larges pans de l'immigration, c'est une politique qui a été mise en place par les sociodémocrates. On entend aujourd'hui aussi ce que dit le chancelier Scholz en Allemagne, qui est lui aussi social-démocrate et qui prend acte des échecs de la politique d'ouverture large menée par le gouvernement Merkel. Dernière question, Nicolas Pouvremonti. Les opposants au texte qui a été adopté par le Parlement se sont scandalisés du fait que l'on instaurait en France la préférence nationale. Alors, c'est un terme qui fait peur pour une certaine partie de la classe politique. Est-ce que c'est vraiment le cas dans ce texte ? À mon sens, ça n'est pas le cas. Les mesures qui sont visées par ces assertions ont essentiellement trait à des durées de résidence. C'est-à-dire qu'il faudra attendre un certain nombre d'années. Ça pourrait être 5 ans pour les allocations familiales ou les APL. En réalité, qui pourront être réduites très fortement si les étrangers en question travaillent. Ce sera 2 ans et demi pour les allocations familiales, 3 mois pour les APL, ce qui est très peu. Mais moi, je suis assez surpris qu'on se focalise sur ces mesures qu'on présente comme de préférence nationale. À mon sens, elles ne le sont pas, alors qu'aujourd'hui on a plutôt affaire à un phénomène inverse, c'est-à-dire une sorte d'embolie d'un certain nombre de dispositifs de solidarité collective du fait de l'immigration. Pour citer simplement une donnée, les APL, ça a trait au logement. On a aujourd'hui environ la moitié des ménages immigrés en France originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb qui vivent en logement social. C'est 3 à 4 fois plus que les ménages non immigrés. Et le projet de loi immigration, non seulement il n'inversera pas ce déséquilibre, mais à mon sens, il ne le rééquilibrera même pas. Alors, pour être juste dans la terminologie, plutôt que de parler de préférence nationale avec toutes les connotations que ça suppose, il faudrait dire priorité nationale peut-être ? Pour ce qui est des mesures évoquées, on pourrait parler d'un délai de carence, fondamentalement, c'est-à-dire le temps pour les étrangers de contribuer eux-mêmes au dispositif de solidarité collective avant de pouvoir en bénéficier. Merci Nicolas Pouvremonti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.